Bonjour à tous, ici c'est le podcast de Martin Eden et Martin cette fois-ci il est pas là. On s'est présenté ici par Toya et donc aussi également par Goul. Coucou! Bonjour Goul. Oui, le Pokémon Et de donc service. aujourd'hui on a un particulier pour parler d'un sujet, alors pour citer un peu l'humoriste Farid, vous connaissez le mot mais vous savez pas ce que c'est, hein, c'est le racisme. Donc aujourd'hui c'est avec Bad Sociaux. Bonjour Bad Sociaux. Salut, bonjour tout le monde. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Du coup, Bad Socio, c'est mon pseudo sur Twitter. Bad Sociologist, moi. Je suis fanat en sociologie et en économie et en sciences politiques. J'ai un master de sciences politiques et j'ai un double licence, un master en sociologie politique et en économie. Euh, Politiquement, je me situe à gauche. J'utilise en général le terme marxiste noir radical. J'ai été élevé dans la tradition indépendantiste guadeloupéenne parce que je suis guadeloupéen. J'ai été élevé donc dans la tradition syndicaliste indépendantiste guadeloupéenne. Mais moi, à mon niveau, plutôt marxiste noir avec les études. J'ai pu un peu construire une idéologie un peu plus large. Voilà. Maintenant, je suis prof de socio à la fac. D'accord, très bien professeur. Donc déjà on va commencer par une question qui peut avoir l'air bateau mais qui n'est pas tant que ça. Euh, c'est quoi une race? Lorsqu'on nous dit que ça n'existe pas, donc du coup le racisme n'existerait pas s'il n'y a pas de race, mais bon, peut-être que tu vas me dire le contraire, hein, donc déjà ce serait quoi une race? Bah, alors, une race, on est d'accord au sens biologique du terme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de distinction euh, biologique fondamentale entre différents groupes humains. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Par contre, c'est une idée qui est devenue un discours et un ensemble d'actions qui ont créé donc une réalité sociale. C'est une construction sociale, tout simplement. On est entouré de constructions sociales qui donnent du sens à notre monde et la race en fait partie. Donc c'est quoi la race? C'est une position dans une hiérarchie sociale spécifique, la hiérarchie raciste, euh, qui, que l'on occupe en tant qu'individu et qui nous rattache à un groupe et qui détermine notamment les ressources auxquelles on a accès, la manière dont on peut y avoir accès, et notre rapport avec les autres personnes, qu'elles soient racisées, c'est-à-dire que on applique un processus de racisation sur elles. Le processus de racisation, c'est celui par lequel on va faire quelqu'un entrer dans un groupe déterminé comme une race. D'ailleurs, j'invite tout le monde, si le mot race est un peu trop violent et vous fait un peu peur, il suffit simplement de parler de groupes socio-raciaux. Oui, il y a des groupes socio-raciaux qui sont dominés, ce sont les groupes racisés, et un groupe socio-racial qui, dans cette hiérarchie, n'est pas dominé, mais qui est là principalement pour pouvoir en tirer des bénéfices, sont les blancs. Voilà. C'est pourquoi est-ce que on continue d'utiliser le terme de race si globalement la race biologique n'existe pas et que on sait que le mot est chargé d'une histoire violente et que on pourrait avoir l'impression que le simple fait de, de- d'utiliser ce terme dans notre discours ramène la réalité raciste. Déjà, la première chose, c'est que le racisme existe. Ce n'est pas le fait de parler de race qui crée le racisme. Le racisme est une réalité matérielle. Et ensuite, on parle de race tout simplement parce que c'est le terme qui a été apposé sur l'idée inventée, l'idée biologique avec laquelle, justement non biologique, avec laquelle on a classé les individus dans ces différents groupes socio-raciaux. C'est le mot qui a été utilisé pour pouvoir inventer cette idée. Et l'objet qu'elle étudie est tout aussi inexistant que, que l'idée de race biologique.
on étudie exactement la même chose que ce dont parlent les racistes quand ils parlent de race biologique. C'est simplement que eux, ils utilisent ce propos fallacieux autour du biologique et de la hiérarchie naturelle entre les individus, et que nous, on sait reconnaître que en réalité, cette classification qu'ils ont créée est une construction sociale. Voilà. D'accord. J'avais jamais entendu l'utilisation du terme groupe socio-raciaux, parce que généralement, les gens, quand ils veulent pas utiliser le mot race et qu'ils trouvent ça beaucoup trop violent, alors que ça va, enfin, le mot race, ça désigne une réalité, pas forcément, enfin bref, on a tendance à utiliser plus le mot ethnie ou couleur de peau. Alors que bon, couleur de peau, enfin, c'est quand même plus Bah, compliqué que ça. alors, couleur de peau, je fais souvent la blague. Moi, personnellement, ma peau, elle est marron. Pourtant, c'est noir. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont la peau blanche, à part Kevin De Bruyne, peut-être. Euh, les gens ont la peau beige, ou plutôt des teints marrons en général. Ils ont pas... Encore une fois, c'est exactement la même idée que le fait de continuer à utiliser le terme race. C'est que ce sont des inventions, et ce sont ces inventions-là qu'on étudie. Donc, si je suis en train d'étudier un train à vapeur, je ne vais pas me mettre à l'appeler plutôt 4 roues. J'étudie un train à vapeur. Voilà. J'étudie une race, j'étudie une race. C'est cet objet-là que je suis en train d'étudier. J'étudie le groupe socio-racial noir, c'est celui-là que j'utilise. Et pourquoi le groupe socio-racial plutôt qu'ethnie? C'est parce qu'une ethnie, c'est quelque chose qui existe. C'est une autre définition. C'est un groupe culturel qui est constitué de manière endogène par les individus qui l'habitent. Ils y construisent leur identité, leurs rapports sociaux avec un certain nombre de normes sociales. Et ça n'est pas la même chose qu'une race qui, elle, est une assignation dans un régime d'exploitation, autour de laquelle on peut construire une identité. Comme toute forme d'assignation violente dans la société, il y a toujours des retours de stigmates, il y a toujours une partie, où, surtout chez les descendants d'esclaves, étant donné que justement on a été coupé de ce rapport ethnique et aliéné de ce rapport ethnique, on construit des identités autour de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est cette assignation de noir, mais ça n'est pas la même chose qu'une ethnie. Typiquement, mon ethnie, moi, ça sera guadeloupéen ou antillais. Ça ne sera pas noir. Noir, c'est le groupe socio-racial que j'occupe. Donc, il y en a un qui est basé sur une réalité d'exploitation matérielle, qui est une assignation, et l'autre qui relève beaucoup plus de l'identité, qui peut être complètement divers, et qui est complètement divers parce que il y a une forme de réalité beaucoup plus forte à quelque chose qui est endogène, qui vient du groupe lui-même, que à quelque chose qui a été inventé pour pouvoir faire violence sur le groupe. Donc, l'ethnie est quelque chose de beaucoup plus concret que la race, est beaucoup plus divers à l'intérieur des races. Il y a plusieurs ethnies à l'intérieur d'une race. Et on pourrait rajouter les couches en disant qu'il ne faudrait pas qu'on s'en non plus avec la nationalité, mais ça, c'est une autre discussion. Oui. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bons mots pour les bonnes choses. Ah oui, c'est sûr que utiliser les bons termes, ça, parce que les mots ne renvoient pas aux mêmes choses. Et oui, ça paraît plus clair là pour les gens, parce que généralement le mot race et ethnie sont parfois utilisés comme des synonymes, alors que concrètement, ça désigne pas la même réalité. Non, oui. Enfin, c'est pour ça que quand on dit on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France, en fait, on parle de statistiques raciales, quoi. Mais Oui, voilà, c'est ça. Et il y a cette confusion qui est nourrie aussi par le discours médiatique et journalistique, etc., notamment à droite. justement, ça le truc, c'est que c'est justement parce que, étrangement, le système ne veut pas dire le mot race que nous, on doit le dire. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un acte politique, tout simplement parce que faut me rappeler, comme tout acte de domination, la racisation relève d'une partie d'effacement. Le but, c'est de présenter le blanc comme étant normal, vu que c'est le dominant, et de présenter sa manière de parler, la manière de fonctionner du monde autour de lui comme étant normal. Donc, de ne pas nommer les choses, de ne pas utiliser le terme race, voire de les rendre confuses en utilisant des termes qui arrangent le dominant
typiquement, utiliser ethnie plutôt que race, c'est des choses qui ne nous permettent pas de lire correctement la situation et qui vont profiter au groupe dominant. Ouais, complètement. Ouais, très bon maintenant. Moi, je me souviens d'une étude qui avait été faite par, je sais plus quel think tank libéral, je crois que c'était France Stratégie, qui montrait qu'en gros, tu vois, la discrimination à l'embauche coûtait à peu près 14% du PIB. Parce qu'en fait, quand on s'embête, tu vois, à former des tas de gens, et qu'après on en recrute qu'une fraction, évidemment, ça coûte du pognon. Donc du coup, je me dis, si le racisme, ça coûte cher, du coup, à quoi ça sert? Genre, quoi, tu nous as parlé un peu d'exploitation au début, genre, donc là, je pose la question, à quoi sert le racisme du coup, et à qui ça sert? Si ça coûte cher, Voilà, est-ce que ça coûte vraiment cher? voilà Question. là, en fait, on tombe sur quelque chose, c'est en observant la discrimination à l'embauche, on a un aspect de l'exploitation de la chose. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert la discrimination à l'embauche? Ça sert globalement à créer des obstacles matériels pour pouvoir ramener les groupes vers d'autres activités qui, elles, sont nécessaires au capitalisme pour pouvoir exister tout court et pour pouvoir créer de l'accumulation primitive. Ce sont les groupes que la penseuse communiste dano-américaine Claudia Jones a développé sous le terme de triple exploitation quand elle étudiait spécifiquement la situation des femmes noires pauvres et qu'elle a étendu comme étant le concept de super exploitation. La super exploitation, c'est dès qu'une manière spécifique d'exploiter du capitalisme est renvoyée vers un groupe qui cumule les formes de domination pour pouvoir justifier cette super exploitation. Et pas seulement pour pouvoir la justifier, mais aussi pour pouvoir la pérenniser. Et typiquement, on est discriminé à l'embauche en tant que personne racisée sur les postes à responsabilité, les postes qui permettent d'accumuler et de retirer du capital, mais on est privilégié sur tous les postes subalternes, tous les postes où les patrons peuvent extraire beaucoup de la plus-value du travail, tous les postes où les conditions de travail sont les pires. Et au-delà des individus, ça fonctionne aussi sur les espaces qu'habitent les individus, sur tous les espaces où on considère qu'on va pouvoir exploiter au-delà de la capacité de reproduction de la population qui est sur place. Tous les travaux miniers, tous les aspects d'exploitation de ressources naturelles, ce sont des aspects de racisation aussi très spécifiques et qui fonctionnent grâce à la super-exploitation. Donc, l'argent qui est perdu en réalité par des phénomènes comme la discrimination à l'embauche ou la discrimination au logement, qui en plus sont des phénomènes... Bah, justement, c'est ça. Toutes ces problématiques existent à l'intersection de la classe et de la race. Être discriminé à l'embauche, en réalité, c'est quelque chose qui arrive à une personne racisée qui a pu s'extraire des situations de super-exploitation. Alors qu'une personne racisée qui va vouloir rester, qui va être condamnée à rester dans ce qui est la condition générale des personnes racisées sur Terre, en situation de super-exploitation, elle n'aura pas de difficulté à... Voilà, ça va paraître ridicule ce que je vais dire, mais elle n'aura pas de difficulté à se faire exploiter, à se faire super exploiter. En même temps. Enfin, oui, et du coup, parmi tout ce que tu viens de dire, tu as donné déjà quelques exemples de discrimination qu'on peut rencontrer. Tu as parlé de discrimination à l'embauche. Tu as parlé aussi de discrimination au logement, ce qui n'est pas anodin quand même. Et du coup, au niveau des violences étatiques et tout ça, et de l'organisation hiérarchique, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? D'une manière générale, c'est que toutes les formes de discrimination et toutes les formes de violence sont faites pour pouvoir s'assurer que la position sociale de racisé reste quelque chose de pérenne. Donc, pas quelque chose qui va profiter aux racisés, mais où on va pouvoir... Et
on va pouvoir créer les structures qui l'empêchent de sortir de certaines situations, de se faire exploiter. Voilà, et on va réorienter la majorité de ces groupes vers le fait d'être exploités au niveau du travail, au niveau de leurs ressources, et même vers le fait d'appliquer certaines politiques spécifiques. Euh, Si je prends mon exemple personnel, euh, la manière dont la racisation s'exprime le plus dans ma vie personnelle, en tant que personne noire qui vient de classe moyenne, de nationalité française, c'est le fait d'avoir grandi en Guadeloupe, en fait, et de savoir que je suis empoisonné au chlordécone, simplement parce que j'ai grandi en Guadeloupe. Et parce que le territoire sur lequel j'ai grandi et la population à laquelle j'appartiens est considéré comme étant euh, une population dont on peut extraire de la richesse jusqu'au point de l'empoisonner sur des centaines d'années en réalité. Et c'est normal dans le fonctionnement de la société. C'est comme ça que la racisation s'applique à moi, par exemple. C'est là où on voit que la chose est beaucoup plus systémique que les discriminations individuelles. Oui, en fait, c'est une machine à reproduction d'inégalités, quoi. Enfin, on reste dans les mêmes milieux, on est enfermé en fait dans nos conditions qui nous empêchent du coup d'en sortir. Et c'est pour ça que plus on avance, je prends l'exemple des études parce que c'est ça qui m'a le plus frappée quand j'ai commencé à vraiment me rendre compte concrètement de comment ça se manifestait. Mais plus j'ai avancé dans les études et plus je comptais sur les doigts d'une main combien de personnes racisées il y avait dans l'amphi, quoi. Ou la SAB, dans les Dans ma formations. promo, dans ma promo à Sciences Po, on était deux et on était un Guadeloupéen et une Martiniquaise. Ouais, ben voilà, ouais. Non, déjà, ça. Ouais. Bah, moi, j'ai fait une école en alternance sur l'audiovisuel, j'étais vraiment le seul non-blanc de la classe. Ah ben. J'étais le seul. Ah ben c'est bizarre, mais pourquoi ils sont si peu nombreux? C'est Bah, c'est là où on rentre. Ne ça faisait serait-ce que j'étais- ce qu'on s'autorise à faire en études, typiquement, on voit des processus de racialisation là-dedans, en fait. C'est pas juste du capital culturel, il y a aussi une forme d'identité spécifique vis-à-vis des activités, vis-à-vis du travail qui, qui, qui se joue dans la racialisation ou qui se joue dans les études qu'on s'autorise à faire, dans ce qu'on pense à faire. Typiquement, moi, il y a une raison pour laquelle je me suis retrouvé à faire du pro plutôt que de la recherche alors que je voulais faire de la recherche. C'est que, bah, fallait pas que je fasse quelque chose qui paraisse ne pas valoir l'investissement financier et l'effort que ma mère avait mis pour mes études, en fait. Et tout ça, ce sont des choses qui sont conditionnées. Parce que la vie de ma mère est conditionnée par le fait que ce soit une femme noire en mère célibataire. Voilà. Ouais, non, pareil, ma femme, du coup, maghrébine, immigrée, qui est arrivée en France, qui, du coup, a connu un divorce, qui a dû s'occuper seule de ses filles alors qu'elle était mal payée pour du travail de ménage, etc. Ouais, non, difficile de se projeter. Déjà, lui dire que j'allais en fac, c'était incroyable. Donc, juste ça. Et puis même, de manière générale, dans ma famille aussi, il y avait cette conscience que, en fait, on fait partie d'un milieu social qui est discriminé. Et que les enfants, peut-être, qui sont nés ici en France, pourront, eux, s'élever socialement, etc. Et il y a ce petit espoir qui est mis sur les épaules, du coup, de leur gosse, de l'autre génération, enfin de la nouvelle génération, qui fait que on sent cette pression, quoi, en permanence, de se dire oui, non, d'un côté on a envie d'aller vers des parcours en fait qui nous parlent plus, qui nous intéressent plus, parce qu'on se dit que c'est peut-être possible, etc. Et puis on remarque quand même qu'il y a plus d'embûches quand tu fais pas partie du même milieu que certains autres en fac. Et quand t'es une personne racisée et que tu viens d'un milieu populaire, ouais, non, plus compliqué. Ouais, c'est là où, en réalité, c'est pour ça que c'est un lieu de conflit qui reste intéressant, même si c'est pas le cœur de la réalité des racisés sur Terre, parce que c'est là où
en fait, on touche aux frontières du système, réellement. On touche à quelque chose où le système en lui-même a créé une forme de contradiction permettant d'avoir accès à ces études, même si on est en minorité, avoir accès à ces études et à ces cadres, et qui essayent de remettre en place d'autres formes de limites pour pouvoir s'assurer que, en réalité, la hiérarchie est maintenue. Oui, non, en plus, c'est ce qui est malsain. Parce que bah, moi, j'ai fait des études en lettres modernes pour devenir professeur de français. Ce qui est malsain aussi, il suffit de lire les programmes. Hein, ils sont en mode oui, on est pour l'égalité, tout ça, machin. On va parler des discriminations, etc. Dans ma formation, j'ai eu extrêmement peu d'heures sur toute une année pour parler vraiment concrètement de discrimination. Et, c'est vraiment une illusion qui est maintenue en mode oui, le système éducatif va remédier à ça, il va mettre ça dans le programme, etc. Ça va être un sujet qui va être abordé, etc. Finalement, bon, c'est juste pas abordé autant qu'on pourrait le prétendre. Genre l'altérité, ça c'est un terme qui a été utilisé plusieurs fois pendant ma formation. On en a parlé, mais pas non plus très très longtemps, quoi. Juste le temps de dire, vous savez, les enfants, il y a des gens qui sont différents et il faut les accepter, il faut être tolérant. Sauf que bon, ouais, non, c'est bien beau de dire ça, mais bon, ouais, non. Ça me fait une anecdote aussi à mon travail. Un exemple concret de discrimination en embauche. C'est on était en open space et t'avais la meuf qui gérait la boîte qui gérait les recrutements, qui lisait les CV. Elle est tombée sur le CV d'une Iranienne. Puis là, t'as un autre gars qui commence à te dire, ah bah tu vas ramener une cellule, machin, compagnie, et voilà, on sait savoir ce là. Pour te discriminer, bon, ensuite pour jeter le CV, du coup, bah tu devines, alors que juste, ils avaient vu la nationalité iranienne, c'est-à-dire que la fille a cherché en stage, elle avait fait des études dans ce domaine-là, elle a juste proposé, juste la nationalité iranienne, l'a arrêté à ça, tu vois. Ah, purée. Pour ça, je l'ai dit, bon, tu vois. Et pourtant, c'est eux qui vont dire, ah non, mais il faut de la diversité, il faut en mettre d'autres et tout ça. Puis, bon, comme par hasard, ils ont trouvé que des gens à la fin qui correspondaient, sans dans le hasard, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ce discours-là, vraiment, parce que là, je parle vraiment de la télévision, c'est vrai qu'on est forcément très nombreux, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a eu une association, donc l'AJR, on va dire, l'association de journalistes antiracistes et racisés, où justement, ils commencent à raconter ce qui se passe vraiment dans les rédactions, où effectivement, ils sont très minoritaires, et ce qui est dit réellement sur eux, quoi. Du coup, je me reconnais un peu dans cette idée de l'anomalie, quoi. Ouais, oh, purée. Mais en plus, l'exemple que tu donnes, il est super intéressant parce que il a l'intersection de plusieurs manières dont le racisme opère en France. D'un côté, tu as cette vision libérale, individualisée, vide, non politique, du racisme, de l'antiracisme, entre guillemets, où on va pas questionner la réalité matérielle qui fait que on a connu plus d'enfants blancs dans notre émission sur l'équitation, et on va quand même trouver un petit enfant asiatique pour pouvoir faire leur diversité, etc. Parce qu'il faut quand même en représenter. Il faut avoir sa carte. Il faut bien se faire voir. Et à côté, tu as la réalité purement matérielle de la manière dont fonctionne l'entreprise, où tu as de la discrimination à l'embauche immédiate. Et en plus, t'as cette dernière couche d'ignorance qui est assez... Alors, une femme iranienne qui essaye de bosser en France, il y a très peu de chances que ce soit une islamiste. Elle a une relation à l'islam politique qui est bien plus informée, et probablement bien plus nuancée que les deux cadres dans la boîte de prod à Paris. Ton exemple, il est super intéressant, comment tu vois le fonctionnement à plusieurs niveaux et comment en réalité, là où la violence a lieu, c'est toujours au niveau matériel, c'est toujours au niveau fondamental. C'est pour ça que la race est vue comme une réalité sociale. Ouais, c'est vrai, c'était intéressant. J'en savais plus sur la télé. Mais alors, sinon, justement, pour
continuer là-dessus, tu vois, j'ai parlé d'un exemple précis de discrimination à l'embauche, mais je pense que ces personnes-là, si je les confronte sur le sujet, elles me diront qu'elles sont pas racistes, elles me diront qu'elles ont pas vu les couleurs, que iranienne, c'est pas une couleur, que c'est pas une race, que c'est autre chose. Parce qu'effectivement, après, en France, on a aussi ce discours un peu universaliste, qu'on nous renvoie un petit peu, là, les gens qui nous disent mais nous, on est des vrais antiracistes, contrairement à vous qui parlez de race, parce que nous, on voit pas les couleurs, on voit que des gens. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, de cet universalisme français, d'où ça vient, pourquoi c'est de la couille? L'universalisme, alors je vais parodier un peu prof de fac qui nous a appris à remettre en question l'universalisme. C'est un peu drôle quand même cette idée qu'un groupe de punk au XVIIIe siècle en Europe de l'Ouest ont réussi à déterminer la réalité absolue de ce qu'est l'humanité et de ce dont elle a besoin et de comment est-ce qu'elle définit la liberté, le bien-être, etc. C'est très très bizarre comme idée. L'universalisme, en réalité, c'est un ensemble d'idées du cours qui ont été créées à un lieu, à un endroit, dans des conditions d'économie politique très spécifiques, de développement du capitalisme en Europe de l'Ouest, et qui perd globalement à justifier le fonctionnement des ordres politiques d'Europe de l'Ouest, qui sont des empires coloniaux. Donc, c'est pour ça que l'universalisme devient, au XIXe siècle, la mission civilisatrice. Et d'ailleurs, ce truc qu'on sort assez régulièrement que l'universalisme, c'est purement français, et que nous, on est américanisé, on n'a pas des États-Unis, où ça fait du particulier. C'est l'universalisme, ça existe aux États-Unis aussi. C'est un des aspects de l'exceptionnalisme américain. Ils ont tout à fait cette idée que ils peuvent exporter un certain mode de vie. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, qu'ils peuvent ne pas voir des races malgré leur histoire directe et violente de ségrégation. Alors la France a la sienne aussi. La particularité de la France, c'est qu'elle a pu exporter son histoire de violence raciste la plus visible et la plus palpable. Et les États-Unis n'ont pas pu faire ça. Ça a eu lieu sur leur territoire fondamental. C'est la grande différence dans la manière d'aborder la chose. Mais ça n'existe pas, être colorblind, parce que tu as été socialisé dans une société où les hiérarchies racistes sont fondamentales pour pouvoir comprendre qui tu es et comprendre qui sont les autres et tes relations avec eux. Voilà, sauf si tiens, je regarde Kyle XY récemment, là, t'es né à 16 ans, t'as eu aucune socialisation, ouais, t'es pas raciste. Ou t'as aucune notion de la race, plus précisément. Mais si tu as grandi dans une société du monde actuel, et c'est ça la particularité, c'est que depuis la traite transatlantique et l'avènement du capitalisme global, au 19e siècle après, toute la société, à partir du même système monde, toute la société est dans cette économie politique qui repose sur les hiérarchies racistes. Et dans le monde entier, tout le monde a une notion ou une autre de ce qu'est une hiérarchie raciste. Donc, c'est certainement pas toi le blanc dominant qui en profite et qui a simplement, grâce à cette position de domination, la capacité de faire croire que tes croyances et tes actes culturels sont normaux, qui ne voient pas les autres races, en fait. T'as la chance d'être né blanc et de pouvoir faire semblant, parce que ça t'arrange. Mais c'est tout. Tu penses pas vraiment qu'il y a une vraie ignorance, genre les personnes ne savent pas qu'elles sont blanches? Vraiment, il faut vraiment semblant. Tu penses pas tu crois pas à l'idée de la fausse conscience sur la personne? Je Faire la personne fais de la socio-psychanalyse et alors, c'est pas, je crache pas sur la psychanalyse parce que justement, il y a des auteurs, si vous pouvez lisez Patrick Blanchfield, si vous lisez l'anglais, c'est super intéressant. Il étudie comment est-ce que
les processus psychanalytiques s'expriment chez les personnes à partir des réalités matérielles qu'elles traversent. Principalement, ils s'intéressent à la question de la violence aux États-Unis, donc ils s'intéressent à la question de comment le racisme opère. C'est super intéressant. Par contre, quand je suis en train de parler de ton existence sociale, ton existence vis-à-vis des autres, c'est peut-être que tu n'en as pas conscience, c'est peut-être que c'est un acte volontaire. En fait, j'ai pas voulu forcément dire que c'est un acte volontaire, c'est simplement que c'est ta réalité sociale, c'est ce que tu fais. Au moment où tu es en train de te dire que leur blind, en réalité, tu crées un discours où tu te mets sur la réalité, où tu crées un discours qui t'arrange matériellement. C'est la réalité matérielle de la chose, en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que j'aurais dû formuler la chose. D'accord. D'accord. Ouais, non. En plus, c'est vrai que, quand même, ne pas avoir conscience de sa condition. Enfin, je veux dire, quand, par exemple, on est une personne blanche, mais qu'on se rend pas compte de la place qu'on a. Enfin, parce que dans les luttes, par exemple, dans l'antiracisme et les autres luttes qui peuvent être mêlées à l'antiracisme, on peut se demander, en fait, quel impact ça peut avoir, justement, de pas avoir conscience de cette condition-là, en sachant qu'elle est quand même assez importante. À l'échelle globale, Oui. après, je dirais, je serais peut-être un peu mais c'est toutes les positions de domination qui relèvent de la même chose. Et si on veut pouvoir, mais au sein de la lutte antiraciste, si on veut pouvoir mener une lutte antiraciste à bien, il nous faut avoir conscience de toutes les positions de domination qu'on occupe et faire le travail de déconstruction de ces positions de domination, qu'elles soient genrées, qu'elles soient au niveau de la sexualité, même si les deux sont liés, qu'elles soient de classe. Il faut avoir conscience de ces positions de domination ainsi que de sa position dans la hiérarchie antiraciste. C'est impossible de former un antiracisme sans penser la blanchité. C'est comme essayer de combattre, même pas en étant aveugle, mais en tournant le dos à la chose. Oui. Et on Mm. peut pas combattre en tournant le dos à l'objet. Oui. Et là, tout à l'heure, tu viens de parler là, du fait que, dans l'antiracisme, il y a quand même une question de prendre l'intersectionnalité quand même en compte. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ce sujet? Prendre en compte, je dirais même que, surtout dans la tradition intellectuelle dans laquelle je m'inscris, marxiste noir, des penseuses comme Claudia Jones, Audre Lorde, Rose Wilson Gilmore, etc. Oui, la question ne se pose pas, la lutte antiraciste est forcément intersectionnelle parce que le racisme est l'une des hiérarchies qui permet au capitalisme d'exister, mais grâce auquel qui permet au capitalisme d'exister, mais qui est indépendante, qui existe en elle-même aussi. Mais il faut détruire le capitalisme pour pouvoir détruire la race, il faut détruire la race pour détruire le capitalisme. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a toutes les autres formes de hiérarchie qui se co-construisent et qui participent toutes à la création de la super exploitation dont je parlais tout à l'heure, en fait. C'est l'ensemble de ces hiérarchies qui créent la super exploitation. Donc, si on comprend la lutte antiraciste comme étant la lutte pour pouvoir mettre fin à ce régime de super-exploitation et ce régime capitaliste racial, forcément, on est obligé d'avoir une approche intersectionnelle de la chose. Non, parce que en même temps, parler d'intersectionnalité, c'est pas toujours évident parce que dans la tête de pas mal de personnes, c'est encore l'idée que l'antiracisme, c'est la lutte contre le racisme et pas d'autres oppressions, etc. Alors que, comme tu viens de le pointer, c'est quand même important parce que c'est lié en fait les uns aux autres. Voilà.
le, la meilleure expression de l'intersectionnalité que j'ai entendue, c'est Patricia Highsmith qui l'a formulée. Euh, c'est simplement une question de point de vue, en fait. On dit qu'elle veut se battre contre le racisme. Ok. Le racisme, c'est ce phénomène social d'assignation d'un groupe, de différents individus d'un groupe. Oui. Et pour pouvoir comprendre ce qu'est le racisme, il faut comprendre comment les différents individus de ce groupe vivent, le traversent, le racisme. Et la manière dont ça va s'exprimer chez eux, la manière dont ils vont être ni face au risque de super-exploitation, ni face au risque de violence du racisme, dépend d'autres caractéristiques. Tout simplement d'autres caractéristiques sociales, parce que tous les individus habitent plusieurs caractéristiques sociales en même temps. Donc, si on veut comprendre le racisme en entier, avoir une vision totale sur la chose, il faut pouvoir prendre en compte tous ces points de vue et prendre en compte toutes ces luttes quand on construit nos idées, nos mouvements. Ouais. Alors, ça me fait penser, c'est une anecdote, ça s'était passé dans On n'est pas couché à l'époque. C'était une anecdote qu'on racontait le joueur de foot William Gallas. C'est-à-dire qu'il était entré dans une épicerie et il voulait acheter des bouteilles de vin. Et l'épicier lui avait dit bah non, vous pouvez pas acheter plus de 3 bouteilles. Comme ça. Et puis il n'avait pas compris. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi. Okay. Il avait envoyé son chauffeur qui était blanc, aller chercher les bouteilles. Et l'épicier, le mec pourrait acheter autant de bouteilles qu'il voulait. Donc quand le chauffeur l'a raconté à William Gallas est allé voir l'épicier pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et l'épicier a eu cette réponse monsieur, je vous avais pas reconnu. Parce que le fait d'être une célébrité fait que l'épicier l'aurait traité différemment, mais il a juste vu un noir, c'est d'accord, sans plus. Donc, du coup, c'est que semble bien cette idée que oui, le joueur de foot international, bah, il verrait pas le racisme pareil s'il est reconnu, mais en même temps, bah, il a quand même subi à ce moment-là. Alors, en plus, c'est bizarre parce que c'est juste sur un achat de bouteilles dedans, on pourrait se dire quelle importance, quoi. Ouais, mais bon. Et pourtant. Après, c'est un point de vue personnel là-dessus. Ce genre d'histoire est particulièrement marquant. Il y a l'aspect testing et tout. Faut que je fasse aussi attention au risque de capture par les élites de nos discours et de nos luttes. Très souvent, l'exemple qu'on va donner pour pouvoir montrer l'intersection du racisme, le fait que le racisme est une réalité qui dépasse la simple compréhension de la classe ou du genre ou d'autres caractéristiques, vont être de personnes qui ne vont pas avoir ce qu'elles méritent, entre guillemets. Et c'est aussi là qu'on construit des fois un discours un peu libéral, un peu qui profite aux propres élites à l'intérieur de les groupes. Et une vraie lecture intersectionnelle de la chose serait de rappeler que si on observe réellement l'intersection de la classe et de la race, la majorité des racisés sont plutôt de l'autre côté, ce serait plus souvent le chauffeur que la personne à qui on refuse les bouteilles de vin. Et aussi, pourquoi et ça, c'est vraiment quelque chose où j'essaie d'y insister parce que je sais qu'en termes de prise d'espace, en termes de discours entendus, etc., ce sont souvent nos propres élites racisées qui les occupent. Et ce sont souvent leurs propres discours et leur propre compréhension de ce qui est racisé qui est mis à l'agenda. Et ça peut donner cette sensation d'un vide à la limite antiraciste en général, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de testing cet été sur il y a des discriminations raciales pour avoir des plages privées, pour rentrer dans des restos de luxe aux Champs-Élysées, pour rentrer en boîte de nuit. C'est vrai que c'est des endroits où effectivement tout le monde ne va pas. En perso, j'ai jamais fait de plage privée. Sauf c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est important de le préciser. C'est bien. Avec une mission, un testing, en fait, t'es en train de vérifier ta capacité à être traité comme un blanc.
Donc déjà, tu es en train d'évacuer la question de est-ce que c'est légitime tout court d'être traité comme un blanc, sachant que c'est une position inégale de domination. Et ensuite, tu es en train d'évacuer aussi parfois quels blancs y ont accès, vu que c'est la seule donnée que tu as décidé de vérifier et de tester. Tu t'exposes. Là encore, on en revient au fait au manque d'intersectionnalité de la réflexion de l'action et du fait d'aller sur des actes individuels en vision littérale de la chose. Mais c'est vrai que ça me rappelle ce qu'avaient dit vraiment les Surfields sur le mouvement Black Lives Matter. C'est que tu avais commenté en fait une interview qui avait été faite par un journaliste à Trump, où le journaliste lui disait oui, il faut pas se rendre bien compte qu'il y a beaucoup plus de noirs que de blancs qui sont tués. Enfin, il y a beaucoup de noirs qui sont tués par des policiers. Sur à quoi Trump avait répondu bah, il y a des blancs aussi qui sont tués. Oh là là. Ouais. Et les Surfields avaient dit bah, ça veut dire quoi en fait Et le journaliste n'avait pas tellement répondu à ça. Il allait dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal de la police tue. De base. Le vrai problème, c'est que la police tue. Et comme elle est raciste, elle tue plus de noirs. Mais déjà, elle disait, faut pas juste poser la question du racisme quand on parle de violence policière, mais aussi poser la question de la police en elle-même. Et articuler les deux. Ouais. On en parle pas forcément de classe, mais en règle de violence étatique de base, mais... Et alors, comment est-ce que, en l'occurrence, c'est un type se construit pour pouvoir gérer les groupes les plus super exploités, mais doit toujours sortir à un moment donné, au bout d'un moment, quand ça devient le mode de fonctionnement de l'État d'être violent dans certains espaces, il va devenir violent à l'intérieur de ses propres espaces pour gérer d'autres groupes. C'est exactement ce qu'on voit dans les mouvements sociaux actuellement. C'est quelque chose que, de manière un peu provocative, des fois j'appelle la racisation de l'opposition politique. On est en train de dépersonnaliser le simple fait d'être un opposant politique en France pour pouvoir autoriser le même type de violence sur les opposants politiques que la police exerce sur les racisés depuis des années. Voilà. Ok. Alors, sinon, là, on devrait pas forcément sur la structure sur deux angles morts qu'on a pu dans ce. Il y aura peut-être d'autres, sûrement d'autres. C'était la question de l'antisémitisme et l'islamophobie. Parce qu'il y a toujours des gens aujourd'hui, même, qui peuvent se préparer à l'antiracisme, qui vont mettre cette de lutte à part, parce que, alors, déjà, dans les deux cas, on dirait que c'est de la religion, par exemple. Je veux dire, j'ai remarqué, en faisant des recherches pour cet entretien sur la discrimination à l'embauche, comment ça se passe pour les juifs. Alors, il y a des études dessus, mais en fait, on les compare à des catholiques ou à des musulmans. C'est-à-dire qu'on ne considère pas le juif comme une race, on ne considère pas qu'il a une discrimination raciste, c'est une discrimination religieuse. C'est pareil pour l'islamophobie, on va vous dire, bah, l'islam, c'est pas une race, donc l'islamophobie, c'est pas du racisme, ce serait autre chose. Ça veut dire que c'est bien ou que c'est mal. Il y a quand même cette idée que, bah, du coup, comme on s'interdit enfin, je sais pas qu'elle s'interdit, mais disons, comme on exclut ces choses-là, il y a peut-être des aspects qu'on comprend pas trop dans le racisme. Par exemple, quand on parlait plutôt de couleur de peau, bah, c'est vrai que des juifs, ils peuvent avoir la même couleur qu'un blanc. Qu'est-ce qu'ils croient? Donc, les gens vont vous dire, bah, du coup, ils sont pas victimes de racisme, ils sont victimes d'antisémitisme dans certaines conditions. Donc, voilà, on dirait qu'ils sont juifs, mais du coup, c'est pas du racisme. Enfin, je sais pas si t'as quelque chose à dire dessus, mais. En fait, c'est là où je regarde une question de c'est quoi le racisme et pourquoi ça sert. C'est l'islamophobie et l'antisémitisme. Dans les deux cas, on voit très clairement que ce sont des idéologies qui ont été construites pour pouvoir agir politiquement d'une certaine manière sur un certain groupe. À défaut de ce groupe, en ce qui concerne les juifs, ça a pu prendre plein de formes, que ce soit de l'exploitation économique jusqu'à l'aventure de Brest. Et en ce qui concerne les musulmans, particulièrement en France, en réalité, c'est pas simplement la question d'être musulman, il faut regarder
à quoi a servi la catégorie musulman en France dans l'histoire récente, elle a servi à classer les groupes qui étaient colonisés au Maghreb. C'est à ça que servait la catégorie. C'est pas une catégorie de traitement religieux. C'est une catégorie encore une fois, de positionnement racial, d'exploitation dans une hiérarchie raciale. Et c'est dans ces utilisations-là de la chose qu'on voit que, effectivement, ce sont des formes de racisme qui doivent être comprises exactement de la même manière. La racisation, c'est la possibilité de classer un groupe de manière à pouvoir le super exploiter ou le stigmatiser politiquement. C'est exactement la même définition qui s'applique à ces mécaniques-là, même si les groupes, enfin, même si le critère qui est utilisé apparaît comme étant la religion. Et je dis bien apparaît comme étant la religion parce que, comme toute forme de racisation, étant donné que c'est un truc faux, étant donné que c'est une invention, ça repose sur tout un ensemble de critères complètement arbitraires. Donc, dans le cas de l'islamophobie, ça peut être phénotypique, le fait de reconnaître quelqu'un comme étant maghrébin ou pas, et dans le cas de l'antisémitisme, ça peut être sur le nom de la personne. Et du coup, c'est plus phénotypique. Et encore, bah, il y a des stéréotypes à ce niveau-là. Et c'est simplement que il ne faut pas casser la manière dont s'exprime la racisation. C'est-à-dire, est-ce que on se base sur la couleur de la peau? Est-ce qu'on se base sur la religion? Est-ce qu'on se base sur la forme du nez, etc. Tout ça, c'est des inventions, ça sera forcément arbitraire. On ne se base pas là-dessus, on se base sur est-ce qu'un groupe de personnes a une position sociale construite sur la base de ces critères arbitraires de façon à pouvoir être super exploité ou stigmatisé politiquement. Et à ce titre-là, l'antisémitisme et l'islamophobie sont des formes de racisme. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas dans les mouvements antiracistes? Tout simplement parce que les mouvements antiracistes sont créés dans une société raciste. Et que, étant donné que aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces points morts-là, vu qu'on a été socialisé là-dedans, si on ne les réfléchit pas, si on ne les déconstruit pas dans la création de notre mouvement, bah, ils vont se développer tout simplement parce que ce sont les forces qui ont le pouvoir dans notre société. Et encore plus si on est dans une position de domination, ce qui est souvent le cas typiquement avec l'islamophobie. Ce sont des personnes qui sont blanches en position de domination. S'ils ne réfléchissent pas de manière volontaire en fait que l'islamophobie est une forme de racisme, ils vont la développer, ils vont la renforcer. Parce que c'est la dynamique de pouvoir présente dans la société. Ouais, c'est vrai que même en ayant conscience, même en ayant une conscience politique, en fait, ça nous met jamais à l'abri d'avoir intériorisé en fait tout simplement des idées racistes. Puisque ouais, non, quand on baigne dedans depuis un paquet de temps et que on est entouré aussi d'idées et de discours qui n'ont pas forcément remis en question cet aspect-là, bah c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Et qu'on dit, C'est ça. une société qui est construite comme ça, en fait. Oui, aussi, mais complètement. Et les choses qui te permettent de survivre et de te reproduire socialement sont basées sur ces formes d'exploitation-là. Donc, si tu n'es pas en train de réfléchir au fait de les déconstruire, bien sûr que tu vas les entretenir. Ah oui, complètement. Merci pour ces questions. Est-ce que tu aurais peut-être, du coup, je rajoute ça, des références à donner pour les gens qui écoutent, si vous voudrez approfondir ce que tu as dit. Enfin, on le fera des milieux de toute façon, mais si tu peux citer des lectures, des lectures histoire que des podcasts, tout ce que tu connaîtrais pour approfondir un peu ces notions, vu que là, tout ce qu'on a fait, c'est introduire le sujet de manière un peu sommaire. Du coup, pour approfondir, tu peux dire. Le premier truc que je conseille à tout le monde de lire est super court à lire. C'est la déclaration du Combahee River Collective. Il faudra qu'on donne l'orthographe. Combahee, c'est C-O-M-B-A-H-2-E. Vous pouvez la trouver en français. Et c'est la déclaration
collectif de femmes noires ayant appartenu à plusieurs organisations antiracistes, féministes, et qui, du coup, n'ayant jamais trouvé l'expression totale politique d'un projet qui leur convenait, ont défini l'intersectionnalité de lutte. Ça date de 1977. Et leur conclusion, c'est que on doit lutter ensemble, tous ensemble, de manière à créer un monde dans lequel on peut tous être libres. Elles se sont rendues compte qu'en vivant à l'intersectionnalité de ces différents groupes, euh, et le seul moyen qu'on soit libre, c'est de déconstruire toutes les hiérarchies de pouvoir super coralliennes. Audrey Lorde faisait partie de ce collectif, notamment. Donc ça, ce serait le premier truc que je conseillerais à tout le monde de lire. Après, j'ai un gros souci, c'est pas beaucoup de références en français. Je suis désolé. Parce qu'on ne traduit pas ce genre de travaux en français très souvent. Mais Black Marxism de Cédric Robinson vient d'être traduit, qui développe sur l'idée du capitalisme racial. Il y a Intersectionnalité de Patricia Collins et Sharma Bilge qui vient d'être traduit aussi, où elles reviennent à la fois sur ce qu'est la méthodologie, mais aussi sa praxis politique. Niveau podcast, là par contre, je suis désolé, c'est vraiment que de l'anglais, mais ils sont vraiment très très bien. Donc, si vous écoutez l'anglais, je vous conseille le Black Myth podcast, où ils reviennent à chaque fois sur des mythes autour des questions raciales, et ils déconstruisent, ils vont vraiment au fond des choses, super intelligent. Et Millennials Over Killing Capitalism, qui est pas mal aussi sur ces questions. Voilà. D'accord. Quand même pas mal de petites choses. Hein. Ça fait un peu de lecture et d'écoute. Ouais, sinon, bah, alors, je faire un tout petit peu d'autochrono, mais mon c'est bête sociologie sur Twitter. Et si vous allez sur mon compte, vous allez trouver plein de référentiels, parce que je fais ça tout le temps. Et je partage les bouquins aussi. Donc voilà. Ah ben nickel, ça c'est bien. Niveau accessibilité des connaissances, c'est toujours bien. On prend. Ouais, j'ai toujours des bouquins en accès libre pour tout le monde. Trop bien. Bon. Ouais, je crois que c'est terminé, à moins que Gould ait quelque chose à rajouter. Non. Bah écoute, échange très intéressant et très enrichissant. Merci à vous, c'était super cool. Et merci à toi. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. J'espère qu'on va peut-être refaire d'autres émissions sur des sujets peut-être plus précis du coup. Ouais, mais il y a... C'est important de revenir sur vraiment les bases de l'antiracisme aujourd'hui, parce qu'on voit que des tas de gens qui font du clout dessus sans être forcément pertinentes, ou des gens qui ont même tous les discours actuels dominants, qui universalistes, anti-woke et tout ça, qui racontent un peu n'importe quoi sur l'intersectionnalité, sur l'antiracisme et sur plein de choses. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a pensé à faire cette émission, c'est essayer de revenir un peu sur des bases. Peut-être que tu aurais voulu être plus précis sur certains sujets, je sais pas, pour avoir ça. Oui, bah, c'est un peu le souci du sujet. Je crois qu'on peut faire une émission sur chaque mot que tu viens d'utiliser dans la phrase précédente. Une heure de... Ouais, non, la vérité, franchement, c'est un couloir un petit peu infini, en vrai, mais c'est quand même intéressant, et c'est vrai que revenir sur des questions aussi basiques, c'est quand même important, parce que bon, après, il y a des choses aussi qu'on redécouvre, qu'on arrive à approfondir et tout au fur et à mesure, donc c'est important d'y revenir, quoi. Et donc, c'est très bon que merci à toi. On espère aussi que vous qui nous écoutez, vous avez appris des choses et que vous avez peut-être approfondi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche. Et donc, on vous dit
Merci à tous. C'était le podcast de Martin Eden qui s'est fait remplacer aujourd'hui. En design du groupe. Salut à tous. Merci tout le monde. Enfin,